Bonsoir. Donc, bienvenue à tout le monde sur cet atelier de Soutoura. Merci de nous rejoindre cet après-midi. Donc, comme vous avez certainement dû le voir, aujourd'hui, nous avons un atelier sur la santé mentale des adolescents et des enfants. D'accord? Donc, nous allons démarrer la présentation. Je vais démarrer par une petite présentation de Soutoura et de ce que nous faisons. Pardon, Ousmane, je pense qu'on n'entend pas. On n'entend pas du tout. Je ne sais pas s'il y a un son, mais est-ce qu'il ne faut pas le remettre? On n'entend pas. D'accord, vous n'entendez pas le son? Hmm. On va voir ça. Def quoi à la fin? On n'entend toujours pas. En fait, musique rek la quoi. Le son n'est pas venu, hein, c'est ça? Ce serait bien de le remettre. Ouais, on n'entendait pas en fait. Et si je le remets là, je ne suis pas sûr que le son va venir, hein. Est-ce que ça vient? Non, on n'entend pas malheureusement. Toujours pas. Non, je pense que c'est au moment de partager votre écran qu'il faut partager le son aussi. Donc, il faut complètement ressortir et rentrer de nouveau. Merci. D'accord, le son veut venir. D'accord. Ousmane, just move on ci présentation bi.
Ça vient ou bien? Oui, c'est bon maintenant. Sidi, tu dois arrêter la musique. Ousmane, peut-être qu'on va peut-être arrêter parce qu'on n'entend pas. On t'entend toujours pas, mais on pourra le mettre à la fin. On peut peut-être laisser Madame Salah, Madame Dia démarrer sa présentation. Je pensais que c'était bon cette fois-ci. Donc, on va poursuivre, hein, on va poursuivre. De toute façon, je pense qu'on a pu lire, c'est pourquoi la première fois j'ai laissé passer, parce que c'est tout simplement de la musique en dessous, mais on a pu lire l'activité de Soutoura. Donc, pour faire une présentation assez brève, Soutoura, c'est une ONG au Sénégal, une fondation aux États-Unis et une association en France et au Canada. Et nous collectons des donations pour prendre en charge euh, 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 le traitement médical de populations vulnérables, démunies du Sénégal. Donc, en gros, c'est un peu ça que fait Soutoura. Maintenant, nous allons passer à la présentation des ateliers de Soutoura. Donc, chaque Ramadan, nous donnons des événements virtuels, hein, des ateliers, des conférences. Et cette année-ci, le thème principal de nos ateliers porte sur la santé mentale. Donc, le week-end dernier, nous avons pu tenir un atelier dont le thème était l'islam et la santé mentale, qui était animé par El Haj Fallou Bousso Hassan. Donc, je pense que les personnes qui n'ont pas pu participer à cet atelier-là peuvent s'inscrire grâce au lien que nous allons mettre sur la boîte de discussion. On pourra leur envoyer l'enregistrement de l'atelier du dimanche dernier. Donc, aujourd'hui, notre thème, c'est la santé mentale et les enfants et adolescents. Donc, ce sera présenté par Dr Salah Aïcha Mbaïdjan. Dr Salah Aïcha Mbaïdjan, qui est docteur en médecine, interne des hôpitaux de Dakar, en psychiatrie et pédopsychiatrie. Donc, il est actuellement en service à l'hôpital pour enfants de Diamniadio. Donc, docteur, je pense que je vais vous laisser prendre la main. Vous allez pouvoir faire votre présentation. D'accord, Monsieur Sow. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Vous arrivez à voir mon écran? Oui, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sow, de m'avoir passé la parole. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Tout d'abord, je vais remercier les organisateurs qui ont permis aujourd'hui de faire cet atelier sur ce sujet si important, qui est un sujet tabou, que beaucoup de gens n'osent pas parler, que dans notre contexte, on n'en parle pas assez. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion d'en parler et de sensibiliser certaines personnes. Je remercie vraiment cette équipe organisatrice. Donc aujourd'hui, pour parler de cette santé mentale de l'enfant et de l'adolescent, c'est un sujet vaste, très vaste, mais nous allons essayer de faire une petite introduction de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent pour vous permettre d'avoir quelques orientations. Donc tout d'abord, nous allons faire, comme j'ai annoncé, une petite introduction où nous allons définir c'est quoi la santé mentale. Ensuite, nous allons parler également de quelques chiffres mondiaux sur la santé mentale, sur les troubles
beaucoup plus précisément, les troubles mentaux. Nous allons aussi parler de la représentation de la société vis-à-vis de ses enfants, comment la société voit ses enfants, au fait. Et nous allons aussi parler des signes d'alarme, des signes qui doivent alerter l'entourage, la famille, que ce soit à l'école, entre autres, pour permettre à ces enfants d'avoir le plus rapidement une prise en charge adéquate. Nous allons aussi parler des troubles les plus fréquents brièvement, avant de parler des facteurs de risque et de protection. Et enfin, nous allons finir par une petite interrogation, c'est-à-dire agir, mais quand et comment. Donc, en grosso modo, c'est ça que nous allons essayer de faire aujourd'hui avec vous. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. J'arrive pas à défiler mon écran. C'est bon? C'est bon? Ça a défilé chez vous? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, comme annoncé tout à l'heure, en guise d'introduction, nous allons déjà définir la santé. C'est quoi la santé selon l'Organisation mondiale de la santé qui a mis une définition universelle? La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, ça ne constitue pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Et vous allez voir ici qu'on ne peut pas parler de santé sans parler de santé mentale. La santé mentale fait partie intégrante de la santé. C'est une composante très importante. Donc, cette santé mentale-là, c'est la recherche permanente d'un équilibre entre toutes les dimensions de la vie, que ce soit émotionnelle, psychique, physique, sociale, spirituelle et même également économique. Comme aujourd'hui, notre thème, c'est la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Donc, il faut qu'on détermine c'est quoi l'enfance au fait. Quand est-ce qu'on parle d'enfance? Donc, l'enfance, c'est une période de la vie humaine qui va de la naissance à l'adolescence. Durant cette période, l'enfant va se développer sur le plan psychique et sur le plan moteur. Et ce développement va avoir un processus complexe. Et c'est ça vraiment qui est déterminant parce que l'enfant n'est pas du tout un adulte en miniature, c'est un être en développement et en devenir. Aussi, nous allons parler de l'adolescence. Donc, l'adolescence qui signifie le jeune homme dans latin, c'est une période de la vie humaine qui est caractérisée par l'évolution de la personnalité infantile vers la personnalité adulte. Et c'est durant cette période que nous aurons la maturation sexuelle et aussi la puberté. Donc, c'est une période d'habitude qui se situe aux environs de 12 à 17 ans. Donc, pour revenir à notre sujet, la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent, après cette introduction, ça nous permet de dire que c'est une capacité à atteindre et à maintenir un fonctionnement psychologique et un bien-être optimum. Et vous allez voir que cette capacité sera directement liée au niveau atteint et aussi aux aptitudes acquises en matière de fonctionnement psychologique, mais également social. Et il faut savoir que la santé mentale, elle est influencée par plusieurs choses. Elle est influencée par les conditions de vie, à savoir le logement, les activités, nos ressources, entre autres. Il y a aussi les événements marquants de la vie, comme les rencontres, les deuils qui vont être des fois pathologiques, les séparations qui, à un moment, peuvent être difficiles, surtout chez l'enfant, dont les parents ont une place primordiale. La séparation avec la maman peut avoir plusieurs répercussions sur l'enfant. Il y a également la société dans laquelle nous vivons qui influence très fortement la santé mentale, mais également les valeurs personnelles que la personne ne peut développer tout au cours de sa vie. Ici, sur cette image, ça permet de voir toutes les choses ou bien toutes les personnes qui peuvent interagir avec l'enfant, au fait, et qui peuvent avoir des répercussions en bien, des fois, ou en mal
chez cet enfant. En rouge, on voit toutes les personnes ou bien toutes les personnes qui peuvent être en interaction avec l'enfant. Il y a d'abord sa famille qui est nos premiers plans. Après, nous aurons la communauté. Il y a le personnel du service de garde éducative, il y a les voisins, les amis. En bleu, vous allez voir toutes les choses qui peuvent stimuler l'enfant. Ça peut être son quartier, son logement, son service de garde éducative, les services offerts dans sa communauté, entre autres. Donc, sur cette image-là, vous voyez l'enfant qui est au milieu. Autour de l'enfant, il y a tout de suite, on a la famille, après on aura la communauté et après, on aura le milieu extérieur qui influence fortement cet enfant. Et tous ces déterminants dont nous avons cités vont avoir des répercussions sur le développement du cerveau de l'enfant et ainsi sur sa santé mentale et également sur son estime de soi. Donc, tout cela nous permet de dire que, comme j'ai annoncé tout à l'heure, l'enfant est un être en développement et un être en devenir et non un adulte en miniature. L'enfant peut également développer des troubles psychiques comme les adultes, mais le plus souvent, ce sont des troubles qui sont diagnostiqués tardivement ou bien qui sont sous-diagnostiqués dans notre contexte du fait de le tableau qui sont vraiment très particuliers. Ce ne sont pas tout le temps les signes que nous voyons chez les adultes qui présentent des troubles mentaux que nous allons voir chez ces enfants-là. Et ça nous permet, après, nous allons voir les signes d'alerte qui vont nous permettre d'être inquiets chez ces enfants-là. Avant de parler de ça, nous allons parler de quelques chiffres, les chiffres mondiaux sur les troubles mentaux des enfants. L'OMS a dit qu'il y a environ 20% des enfants et adolescents qui souffrent de maladies mentales dans le monde. Et parmi ces 20%, 4 à 6% d'entre eux nécessitent une intervention clinique et 16 à 27% de ces enfants-là reçoivent une aide spécialisée en santé mentale. Donc, vous voyez, il y a une grande proportion de ces enfants qui n'ont pas accès à une aide spécialisée. Et c'est ainsi que l'OMS a mis des perspectives en disant qu'il pense que l'accroissement de la demande en soins de santé mentale de l'enfant et de l'adolescent sera estimé à 50% et même plus dans les 10 prochaines années. Maintenant, nous allons parler de la représentation de la société. Qu'est-ce que la société voit chez ces enfants-là qui ont des troubles mentaux ou bien qui ont des maladies mentales? Ce sont des phrases que nous avons prises des personnes qui indexent ces enfants vraiment de manière particulière. Certains nous disent que ce sont des enfants qui ne veulent pas faire ce qu'on leur demande. Des fois, des parents nous disent que ce sont des enfants qui nous provoquent tout le temps. Ce sont des enfants qui comprennent ce qu'on leur dit, mais qui font exprès. D'autres pensent que ce sont des enfants qui ne comprennent rien du tout. D'autres même les textes de malpolis. D'autres pensent que ce sont des enfants très, très fainéants qui ne veulent rien faire. D'autres pensent qu'ils sont colériques. Et vous allez voir que aussi, dans les signes d'alerte, il y a certains enfants qui à un moment, vont avoir beaucoup de symptômes somatiques. Ils peuvent dire tout le temps qu'ils ont mal au ventre, qu'ils ont mal à la tête, et les parents les amènent à l'hôpital et il n'y a rien au niveau des examens qui montre que cet enfant a quelque chose exactement, en fait. Et ça pousse les parents à dire qu'il n'a pas mal, il fait exprès, il est capricieux. Et des fois, même d'autres personnes, les textes vraiment sont des enfants qui sont bizarres, qui ont des comportements qui sortent de la norme. Et on a encore d'autres représentations. On ne peut pas tous les citer ici. Maintenant, nous allons parler des signes d'alarme de ces troubles, des troubles mentaux. Quels sont les signes qui doivent alarmer, que ce soit les parents, l'entourage direct de l'enfant ou bien même l'école? Il faut savoir que
on a des signes on peut avoir des signes très précoces. À partir de 6 mois, on peut avoir des signes chez l'enfant. Par exemple, un enfant qui n'a pas de contact visuel quand la maman l'allait, qui ne regarde pas la maman, des bébés qui sont vraiment très calmes, qui ne pleurent pas du tout, et qui peuvent rester toute la journée dans le berceau. Ils n'attirent pas l'attention des autres parce qu'à partir de 6 mois, l'enfant au moins doit montrer sa présence, doivent attirer l'attention des autres. Mais il faut se méfier des enfants, des bébés du moins, qui sont très calmes, qui n'attirent pas l'attention des autres. Ça peut être des signes précurseurs de pathologie mentale. On peut avoir également des altérations qualificatives de la communication verbale, de même que non verbale, parce que vous allez voir que, comme je vous ai dit, le développement psychomoteur de l'enfant, il est très important dans cette santé mentale, au fait. Vous allez voir, à chaque âge, l'enfant doit avoir des acquisitions spécifiques. Par exemple, l'enfant doit s'asseoir aux environs de 6 mois, ils doivent marcher aux environs de 12 mois. L'enfant doit être propre aux environs de 2 ans, 2 ans et demi. Tout ça, c'est un développement bien spécifique, codifié, que chaque enfant doit suivre un palier bien spécifique. Donc, vous allez voir qu'en cas de trouble, en cas de précurseur de trouble mental, ces enfants auront une altération de ce développement mental et ça commence à se sentir quand l'enfant doit parler et ne commence pas, et quand l'enfant doit parler, mais qu'il n'arrive pas à communiquer. C'est vraiment le principal point qui fait alerter les parents, en fait. Donc, un enfant qui a, par exemple, 2 ans, 2 ans et demi, qui a un retard de langage ou bien une absence complète du langage, et ces enfants ne vont pas essayer de compenser, au fait, ce retard de langage. Si on prend l'exemple du moins des sourds-muets, ils ne parlent pas, mais ils vont essayer de se faire comprendre par des gestes. Mais ces enfants-là euh, ne vont pas parler et ne vont pas essayer d'avoir des gestes pour être compris. Donc, ils ont vraiment du mal à se faire comprendre et à comprendre ce que les autres disent. Et aussi, on peut avoir des régressions. Un enfant qui a un développement psychomoteur normal, mais jusqu'à 2 ans, qui commence à présenter des régressions, surtout sur le plan langagé. Un enfant qui pouvait dire, par exemple, papa, maman, quelques mots, et on remarque à un certain moment, l'enfant ne peut plus parler. Il perd toutes les capacités qu'il avait avant. L'enfant pouvait être propre, à un moment, il n'est plus propre, etc. Donc, toutes ces régressions-là doivent alerter l'entourage et les parents. On peut aussi avoir une altération qualificative des interactions sociales. Normalement, l'enfant doit interagir avec l'entourage, avec la société dans le cadre général. Ça doit alerter un enfant qui n'a pas de contact oculaire, qui ne regarde pas les gens dans les yeux, un enfant qui rit de façon inappropriée. Et aussi, ça doit beaucoup plus alerter un enfant qui préfère jouer seul, qui reste dans son coin, ne joue pas avec les autres. Donc, cette altération qualitative des interactions sociales est un signe déterminant dans les troubles mentaux de l'enfant. Toujours dans ces altérations qualitatives des interactions sociales, vous allez voir, des fois, vous avez un enfant qui est indifférent, qui ne répond pas à l'appel de son prénom. Il entend très bien ce que vous dites, mais il peut ne pas réagir. Vous l'appelez par son prénom, il ne réagit pas, il ne se retourne pas, il ne dit pas oui. Un enfant qui ne comprend pas toutes les conventions et les règles de la société, par exemple, c'était dimanche, vous voyez que l'enfant est assis sur la chaise et il laisse
un vieux debout, alors que dans notre société, ce qui est préconisé, c'est l'inverse. C'est pas parce qu'il est impoli, mais il ne comprend pas, au fait, les conventions et les règles de la société. Toujours dans ces signes d'alarme, ici, nous voyons un enfant qui utilise des objets de façon atypique. Au lieu de prendre le téléphone, d'essayer de jouer, de dire allô, etc., il prend le téléphone comme un ballon. Des fois, on peut avoir des enfants qui vont prendre, au lieu de jouer avec une petite voiturette, ils vont tourner la voiture pour regarder les roues. Donc, ils utilisent les objets de façon vraiment atypique. Des enfants qui ont un manque d'imaginatif, parce que les enfants, leur imagination est très vaste. Ils peuvent beaucoup jouer à des jeux de faire semblant, mais chez ces enfants-là, ils ont beaucoup de mal à avoir des jeux imaginatifs. Aussi, nous pouvons avoir des enfants qui n'apprécient pas le changement du tout. Ils ont une routine bien définie et à chaque changement, ça les perturbe. Ça peut entraîner des crises de colère qui sera très difficile à maîtriser. Toujours dans ces signes d'alarme, on peut avoir une hyperactivité, ce qu'on rencontre le plus souvent, des enfants très actifs que l'entourage a du mal à canaliser, qui montent sur les meubles et descendent, qui tournent en rond dans la maison, qui ne peuvent pas rester en place, au fait. Et vous allez voir que quand l'enfant va plus grandir, va commencer à va entrer à l'école, il peut avoir des chutes brusques des résultats scolaires, des échecs lors des examens. On peut aussi remarquer des retards fréquents à l'école, des absentéismes, entre autres. Et un enfant qui est replié sur lui-même, qui a un isolement social, qui s'éloigne de ses amis, de sa famille, doit aussi alerter l'entourage. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a certains enfants qui ont des plaintes somatiques très régulières, qui vous disent tout le temps, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, entre autres. Et vous partez à l'hôpital, vous ne voyez rien. Il faut toujours avoir un esprit critique et vous dire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Et le plus souvent, c'est le cas. Des fois, on peut avoir aussi des gestes auto ou bien hétéro-agressifs. L'enfant peut essayer de se faire mal lui-même, de se cogner la tête sur les murs, de se gifler, ou bien il peut essayer d'agresser les autres, de les taper, de les mordre. Les enfants aussi peuvent avoir des troubles alimentaires comme une boulimie. Ils mangent de manière excessive, ils n'ont jamais assez, ou bien au contraire, ils peuvent avoir une anorexie, c'est-à-dire une perte totale d'appétit. Ils n'ont pas envie de rien manger. Et aussi, il faut être très vigilant quand vous êtes devant des enfants ou des adolescents qui ont une perte d'envie, une perte d'élan, ou bien des difficultés à s'intéresser à des activités qui habituellement les intéressaient, habituellement les stimulaient. Et aussi, il faut faire attention quand vous avez un enfant qui a beaucoup de difficultés à se concentrer. Parfois aussi, on retrouve des expressions profondes de tristesse, des enfants qui pleurent de manière très récurrente alors que vous ne savez pas quelle est la raison de ces pleurs, des enfants qui ont perdu l'estime de soi, et des fois même, on a des adolescents qui ont recours à l'alcool, au cannabis, ou bien à d'autres drogues pour se calmer, ou bien pour s'évader. Donc ça, j'ai essayé de résumer les signes d'alarme qu'on retrouve le plus souvent, mais il y en a d'autres. Ça nous permet de rebondir sur les troubles les plus fréquents qu'on rencontre, les troubles mentaux les plus fréquents qu'on rencontre chez les enfants et les adolescents. On a d'abord ce qu'on appelle les troubles du spectre de l'autisme, également appelé TSA. Donc, l'autisme où on aura beaucoup plus de difficultés d'interaction sociale, où on aura une difficulté de communication,
ou des fois aussi, on aura des comportements stéréotypés, l'enfant qui tourne sur lui-même, l'enfant qui se balance devant en arrière, etc. On peut également avoir des troubles du déficit de l'attention accompagnés d'une hyperactivité ou non. Dans cette pathologie, on a un déficit de l'attention. L'enfant a du mal à se concentrer. L'enfant, il est très distrait. Et aussi, l'enfant peut être très impulsif. Il peut, par exemple, répondre à une question sans vous laisser terminer de poser la question. L'enfant peut être aussi très, très, très agité. Ce sont des pathologies qu'on prenne en charge dans nos services, mais il faut un diagnostic et un interrogatoire beaucoup plus poussé. Des fois aussi, ce qu'on rencontre le plus souvent chez les enfants, on a des troubles du langage, que ça soit un retard de langage, que ça soit des bégaiements, entre autres. Tout ça sont des troubles qu'on prenne en charge chez nous. On peut aussi retrouver des troubles des apprentissages, surtout chez les enfants qui sont scolarisés. Ils ont du mal à comprendre ce qu'on leur dit à l'école, à avoir nos bons raisonnements. Des fois, ils ont du mal à écrire, ils ont du mal à lire. Et tout ça, on les prend en charge ici. Et on peut aussi avoir des troubles oppositionnels avec provocation qu'on retrouve beaucoup plus souvent chez les préadolescents et chez les adolescents, où l'enfant sera tout le temps en opposition, en provocation avec l'adulte. Et ce sont des enfants qui à chaque fois, vous avez l'impression qu'ils sont fâchés, qu'ils sont rancuniers, qui font des crises de colère de manière excessive, entre autres. Il y a aussi les troubles du développement intellectuel qu'on appelait retard mental, et ce retard mental-là, le plus souvent, n'est pas isolé. Il est associé à un retard de développement psychomoteur. Donc, ce n'est pas seulement l'enfant. Il y a d'autres signes qui vont vous mettre sur la voie. Par exemple, un enfant qui s'est assis très tardivement, qui a marché très tardivement, qui a commencé à parler très tardivement. D'habitude, c'est un tableau beaucoup plus global, ce retard de développement, ce trouble du développement intellectuel. Et l'enfant aura du mal à raisonner, à faire des problèmes, entre autres. Également, dans notre pratique, on rencontre beaucoup d'enfants qui ont ce qu'on appelle l'énurésie, qui est une perte involontaire d'urine. Qui peut être diurne ou bien nocturne, c'est-à-dire ça peut venir le matin quand l'enfant fait sa sieste ou bien pendant la nuit. Le plus souvent, c'est une énurésie secondaire, c'est-à-dire l'enfant était déjà propre et à un moment, il n'est plus propre. Et à chaque fois, les énurésies dont on pense qu'ils ont une origine psychologique, il faut éliminer tout ce qui est pathologie urinaire qui peuvent être à l'origine de ces énurésies-là. Également, on peut avoir ce qu'on appelle l'encoprésie, qui est une perte involontaire des matières fécales aussi, qui est secondaire. L'enfant était propre, pouvait faire ses besoins seul, mais à un moment, l'enfant commence à avoir des pertes involontaires des matières fécales. Et aussi, le plus souvent, il y a quelque chose caché derrière, comme des carences affectives, entre autres. Donc, j'ai essayé de résumer ce qu'on retrouve le plus souvent, les signes qu'on retrouve le plus souvent. Comme le thème n'était pas les troubles mentaux, c'est la santé mentale. On a mis juste les troubles les plus retrouvés et vous expliquer comment ça se manifeste de manière brève. Maintenant, quels sont les facteurs favorisants qui peuvent amener des troubles mentaux? Il faut savoir que ces facteurs favorisants-là, le plus souvent, ils sont d'ordre soit biologique, soit d'ordre familial ou bien social. Et le plus souvent, ce sont des facteurs, mais qui s'associent. C'est rare que tu vois un facteur isolé.
Et on ne parle pas de cause parce qu'on ne retrouve pas une cause bien définie de ces troubles mentaux. On a des facteurs de risque. Quand on parle de facteurs de risque ou facteurs favorisants, ce sont des facteurs qui peuvent être à l'origine, mais qui peuvent, dans d'autres situations, ne pas amener de troubles mentaux. Donc, c'est juste des facteurs qui peuvent favoriser, mais qui peuvent aussi ne pas amener ces troubles. Nous avons résumé quelques facteurs. Il y a les antécédents familiaux. Déjà, il y a l'hérédité. Il y a certaines études qui montrent qu'il y a des gènes qui peuvent incriminer ces troubles mentaux. Il y a aussi les antécédents de maladies mentales dans la famille. Par exemple, les parents, les grands-parents, etc. Il y a aussi l'âge des parents. On a remarqué, plus les parents sont âgés, plus il y a de chances que ces parents aient des enfants qui ont des troubles mentaux. Également, il y a certaines études qui incriminent d'autres antécédents médicaux des parents, comme l'obésité, comme le diabète, comme certaines maladies auto-immunes. Il y a également des études qui permettent de dire qu'il y a des antécédents pré- et périnataux, c'est-à-dire des antécédents, des choses qui se sont passées pendant la grossesse ou bien pendant l'accouchement, comme la prématurité, comme le fait que certains enfants ont eu un petit poids à la naissance, des infections maternelles au cours de la grossesse, une exposition à certains médicaments au cours de la grossesse chez la maman, une exposition également à certaines substances addictives au cours de la grossesse, comme le tabac, le cannabis, l'alcool, entre autres. On a également certaines études qui montrent que certaines naissances par césarienne peuvent être à l'origine de troubles mentaux, parce qu'il faut savoir que les césariennes, à chaque fois, il y a une indication. Des fois, ça peut être une souffrance fœtale et il faudra réagir très rapidement, sauver cet enfant avant qu'il décède. Il y a aussi certaines complications néonatales, comme une hypoxie néonatale, c'est-à-dire l'enfant qui est né mais qui n'arrive pas à bien respirer. Donc, on va le mettre sous masque à oxygène, entre autres, ou bien des enfants qui ont eu un cri qui est retardé, entre autres. Mais également, il y a des événements stressants de la vie qui ont été incriminés, comme le stress au quotidien, comme les mauvais traitements que les enfants subissent dans les maisons, dans les garderies, comme la négligence de certains parents, comme le fait que les enfants sont au devant d'un conflit familial récurrent. Il y a aussi l'environnement de vie de ces enfants, comme les écrans, comme le fait que ces enfants ne sont pas assez stimulés, une mauvaise alimentation, des conditions de vie difficiles peuvent aussi être à l'origine, peuvent être aussi des précurseurs de troubles mentaux. Les écrans, c'est tout ce qui est télévision, tablette, téléphone, qui à un moment sont très nocifs pour les enfants. Il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque, mais il y a également des facteurs de protection, des facteurs qui permettent en grosso modo de se protéger de ces troubles mentaux. Par exemple, pour vous permettre de mieux comprendre, on dit que l'allaitement maternel est un facteur de protection du cancer du sein, par exemple. Donc, il y a certaines choses qui ont des facteurs de protection des troubles mentaux. J'en ai cité juste quelques-uns, il y en a d'autres. Hein. Il y a déjà un développement psychomoteur qui est conforme à l'âge, c'est-à-dire un enfant qui est assis aux âges recommandés, qui a marché aux âges recommandés, ainsi de suite. Un enfant qui a une bonne santé physique, un enfant qui a une attitude à tirer des leçons des expériences qu'il a vécues, un enfant qui a une bonne estime de soi, un enfant qui est très attaché à sa famille et aussi qui a une implication fructueuse dans la famille, mais également dans la communauté. Et c'est ainsi que je vais brosser quelque chose. C'est important que quand l'enfant s'implique dans la famille,
de temps en temps de faire un renforcement positif, c'est-à-dire de récompenser cet enfant pour lui montrer que vous êtes conscient des efforts qu'il est en train de faire, de l'implication positive qu'il est en train de faire dans la famille. Maintenant, nous allons aborder notre dernier point, qui est une question, agir quand et comment, quand est-ce qu'il faudra agir dans ces santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Déjà, les signes d'alarme que j'ai énumérés tout à l'heure, si ces signes sont persistants, si ces signes entraînent une souffrance, que ce soit pour l'enfant ou bien l'adolescent, mais également pour l'entourage, là, il faudra consulter très rapidement nos spécialistes pour prendre en charge le plus rapidement de cet enfant. Parce qu'il faut savoir que tous les signes que j'ai énumérés tout à l'heure, s'ils sont très limités dans le temps, peuvent ne pas être de précurseurs de troubles mentaux. Mais s'ils sont persistants dans le temps, s'ils entraînent une souffrance chez l'enfant ou bien chez l'adolescent, mais également chez l'entourage, doit être un motif de consultation très rapide chez quelqu'un qui est vraiment spécialisé pour la prise en charge de ces enfants-là. Mais également, il faut renforcer les facteurs protecteurs. C'est très important. Ce renforcement de facteurs protecteurs commence par l'accompagnement du développement psychomoteur des enfants, par les parents ou bien par l'entourage. Donc, par exemple, dès 4 mois, des fois même au Sénégal, plus avant même, on commence à faire asseoir l'enfant, à le mettre par exemple dans une bassine, à mettre des oreillers pour que l'enfant commence à apprendre à s'asseoir. Donc ça, c'est accompagner ce développement psychomoteur. À partir de 8 mois, 9 mois, même 10 mois, on commence à prendre l'enfant par ses bras, lui apprendre à faire de petits pas, ainsi de suite. À l'âge de 2 ans, on commence à apprendre les enfants à être propres, ainsi de suite. Il faut accompagner ce développement psychomoteur chez ces enfants-là. C'est très important. À chaque âge, l'enfant doit acquérir de nouvelles choses et ces nouvelles choses-là doivent être accompagnées par l'entourage et par les parents. Et aussi, ce qui est très important, surtout dans nos contextes, dans ce monde actuel, c'est que nos enfants nous ont très tôt exposé nos écrans. Et ces écrans-là sont très nocifs pour ces enfants sur plusieurs choses. Déjà, ça isole les enfants et ça entraîne beaucoup de régression parce que, comme je vous ai dit, ce développement psychomoteur doit être accompagné. Donc, il faut mettre ces enfants dans des conditions pour qu'ils puissent acquérir ce développement. Si vous donnez l'enfant un écran, l'enfant peut rester toute la journée devant l'écran. Donc, il ne sera pas dans les conditions, par exemple, pour apprendre à parler. Parce que aussi le langage, on l'apprend, comme on apprend à marcher, comme on apprend à s'asseoir. Donc, c'est pour cela qu'on interdit les écrans, que ce soit télévision, tablette, téléphone, aux enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc, interdiction stricte. Au-delà de 3 ans, l'utilisation de ces écrans doit être contrôlée, ainsi que le temps d'exposition et aussi le contenu que l'enfant va avoir. Et chez ces enfants-là, l'enfant apprend beaucoup de choses par le jeu. Tout ce qu'il acquiert, pratiquement, il l'acquiert par le jeu. Donc, il faut privilégier ce qu'on appelle les jeux interactifs. Ne pas laisser l'enfant seul jouer dans son coin. Il faut jouer avec lui, en profiter pour parler avec lui, pour lui montrer certaines choses, certaines formes, certaines couleurs, ainsi de suite. Et c'est important d'impliquer les enfants dans les tâches familiales, dans les tâches ménagères, par exemple. Un enfant de 2 à 3 ans, vous pouvez l'impliquer en lui disant, par exemple, de mettre la table, lui montrer que c'est sa tâche, c'est son rôle, et ce qu'il fait, c'est important. Donc, magnifier cet enfant-là pour qu'à chaque fois, c'est l'heure de manger, qu'il aille mettre la table, mettre les couverts, entre autres. Ça le rebooste, ça montre qu'il est impliqué dans cette famille.
Donc, très tôt, on doit impliquer les enfants dans les familles, leur donner des tâches spécifiques à eux qu'ils doivent faire. Et quand les enfants font ces tâches-là, bien, il faut les encourager, lui montrer que vous êtes content de ce qu'ils ont fait. Et aussi, ça permet de renforcer l'estime de soi. Un fait aussi très important, c'est qu'il est important de mettre des limites et un cadre chez les enfants. Faut pas laisser l'enfant, par exemple, faire tout ce qu'il veut, manger où il veut, faire en général tout ce qu'il veut. Il faut mettre un cadre, mettre une limite, montrer à l'enfant que il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Quand on est, par exemple, à table, il faut rester assis, il faut demander la permission avant de sortir à table. Quand les gens parlent, il faut laisser les gens parler et après, tout ce qu'il y a, après, tu vas prendre la parole après. C'est très important de mettre des limites et des cadres. Des fois, il y a certains signes qu'on voit chez les enfants. Ce n'est pas des troubles mentaux carrément, c'est juste un manque de limites et de cadres. Et c'est très important aussi de renforcer l'estime de soi des enfants et des adolescents. Il faut beaucoup parler avec les enfants. Il faut leur montrer qu'ils sont importants. S'ils font des choses bien, il faut les magnifier, les encourager, utiliser le renforcement positif, les récompenser, entre autres. Ça augmente l'estime d'eux. Et leur montrer que on a l'école, mais on a aussi l'école de la vie. Parce que les enfants entre eux, ils sont très cruels. Des fois, ils peuvent se dire des mots qui blessent, il faut avoir des bavures entre eux, mais il faut toujours, quand l'enfant vient à la maison, par exemple, débuter, décourager, il faut parler avec lui, le montrer que la vie est ainsi faite. Il aura toujours en face de lui des personnes qui vont essayer de l'atteindre, mais qui doit avoir la capacité et la force de surmonter ces choses-là. Il faut beaucoup être à l'écoute de son enfant. Et beaucoup communiquer avec eux. Ce que je suggère des fois aux parents de mes patients, c'est qu'à chaque fois que l'enfant rentre de l'école, lui demander comment ça s'est passé l'école et de lui poser des questions ouvertes. Pas des questions fermées, tu as mangé, tu as écrit, non. Vous lui posez des questions ouvertes qui va lui permettre de vous expliquer, de vous extérioriser ce qu'il ressent, ce qu'il a vécu dans sa journée. Et ça, c'est très important. Donc, nous pouvons conclure en disant que l'enfant est un être en développement et on voit que les manifestations des troubles mentaux sont différentes de celles des adultes. Les enfants ont des manifestations particulières et il y a beaucoup de facteurs de risque, le plus souvent qui interagissent entre eux, qui sont intrigués. C'est rare que vous voyez un facteur seul qui est à l'origine de troubles mentaux. Le plus souvent, ce sont des facteurs qui sont intrigués entre eux. Et il est très important de renforcer les facteurs de protection et ce qui permet à chaque enfant de s'épanouir et de vivre pleinement sa santé mentale. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Merci infiniment, docteur. C'était magnifique. Je pense que voilà, la présentation était très riche. Hein. Il y a eu beaucoup d'informations intéressantes que vous avez partagées avec tout le monde. Donc, pour ceux et celles qui ont des questions, donc vous pouvez prendre la parole pour poser vos questions ou bien vous pouvez écrire vos questions sur la boîte de discussion. Donc, moi, personnellement, j'ai une première question que j'aimerais poser. Je pense qu'avec tous les éléments que vous avez présentés, docteur, aujourd'hui, il est clair que la pandémie de COVID-19 a eu un impact réel sur la santé mentale de nos enfants et même des adultes. Hein. Donc, bon, avec les troubles de leur éducation, l'isolement, hein, les perturbations du quotidien et tout ça, le manque d'activité récréative. Moi, je me demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandez comme mesure, d'abord par les parents et même peut-être d'une façon plus large par les sociétés, les gouvernants à prendre pour limiter cet impact-là et un peu protéger les enfants des troubles psychiques et psychologiques. Merci beaucoup, M. Sow, pour l'intérêt que vous avez eu dans ma présentation.
Et vous avez posé une question très intéressante, une question d'actualité. Effectivement, la COVID-19 a eu beaucoup d'impact négatif sur la santé mentale des personnes en général, mais des enfants et des adolescents en particulier. Ce que nous préconisons actuellement chez ces enfants-là, c'est déjà parce qu'on a vu que ces enfants-là, les parents, le plus souvent, étaient en travail, surtout dans les pays développés. Les parents étaient en télétravail et de donner la tablette ou le téléphone aux enfants pour leur dire, voilà, allez dans l'autre chambre, calmez-vous, comme ça, je pourrai travailler tranquillement. Donc, actuellement, heureusement, nous avons dépassé ce stade où actuellement, on n'est plus en confinement strict. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de sortir avec les enfants. C'est important que les enfants sortent, que les enfants aillent dans les parcs de jeux, que les enfants aillent dans les écoles. Parce que c'est un moment, c'est dans ces endroits-là que ces enfants-là vont s'épanouir, vont acquérir de nouvelles choses. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que, chers parents, faire sortir vos enfants, trouver du temps pour vos enfants, ne laissez pas les enfants sur les écrans, faites des jeux interactifs avec eux, discutez avec eux, parlez de tout et de rien. Voilà, c'est ça que je peux donner comme conseil pour les guider. Merci. Merci, merci. Je pense que c'est très clair hein, comme conseil. Donc, si vous avez des questions, hein, je parle à l'audience, vous pouvez activer votre micro pour poser la question ou bien l'écrire dans la boîte de discussion. Je pense que j'ai une question ici qui parle de comment peut-on savoir si l'enfant a des troubles psychiatriques ou psychologiques. Donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quand j'ai mis comment agir et quand agir, en fait. Donc, il faut savoir que tous les signes que j'ai énumérés dans les signes d'alarme, ce sont des signes qui peuvent être des fois transitoires. Ce sont des signes des fois qui peuvent ne pas durer, mais ce sont des signes qui doivent alerter. Quand ça dure dans le temps, quand ça persiste dans le temps, ou bien quand ça commence à entraîner une souffrance chez l'enfant ou bien chez l'adolescent, mais également une souffrance chez l'entourage. En fait, en psychiatrie, c'est cette souffrance-là qui est déterminante. Et le fait que ça persiste dans le temps. C'est cette souffrance-là qui est déterminante. Quand vous voyez que cet enfant ou bien cet adolescent est en souffrance, dans ce cas, ça peut être des précurseurs. Les signes que j'ai cités peuvent être des précurseurs des troubles psychiatriques. Maintenant, ça sera au médecin, nos pédopsychiatres, de mettre un diagnostic et de mettre la prise en charge adéquate pour aider cet enfant. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il y a Maïmouna Gueye qui a levé la main pour une question. Maïmouna, allez-y. Merci. Félicitations à la présentatrice pour cet excellent exposé riche en enseignements. J'ai une question relative au juste milieu à avoir entre le besoin pour les enfants d'acquérir dans leur monde des compétences numériques quand même, pour qu'ils ne soient pas exclus des nouvelles méthodes d'apprentissage. Et l'autre besoin de quand même modérer, comme elle l'a dit, avoir un contact physique des méthodes d'apprentissage traditionnelles pour le volet humain. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir le juste milieu? Est-ce qu'il y a un nombre d'heures d'écran à avoir par jour pour les enfants de quel âge? C'est un peu ma préoccupation en tant que parent. J'ai un fils de 8 ans qui est très accro aux écrans. En même temps, je me dis, quand je le décroche totalement, peut-être que ça peut réduire certaines compétences dont il a besoin, puisque dans les salles de classe, ils utilisent beaucoup les ordinateurs, même pour faire des exercices. Donc, comment est-ce que j'obtiens le juste milieu? Donc, voilà, désolée, c'est un peu long, mais c'est juste ça. Merci.
Merci beaucoup, Maimouna, pour l'importance que vous avez, l'intérêt que vous avez eu à ma présentation et pour cette excellente question que vous avez posée. Parce que le plus souvent, c'est ça le problème que les parents ont. Comment avoir ce juste milieu, au fait? Il faut savoir déjà que malheureusement, dès le début, c'est nous, parents, qui exposons nos enfants nos écrans. Parce que les enfants n'achètent pas le téléphone, les enfants n'achètent pas la télévision ni les tablettes, les enfants ne payent pas les factures. Des fois, le plus souvent, quand vous posez la question aux parents, ils vous disent que bon, ça me permet, quand je reviens du travail, de me soulager un peu, de me reposer un peu. Donc, je lui donne sa tablette. Je suis OK. Donc, déjà, il faut que, dès le début, que nous revoyions nos attitudes vis-à-vis de ces écrans-là. Comme je vous ai dit, jusqu'à 3 ans, il est strictement interdit de donner les écrans aux enfants. À partir de 3 ans, 4 ans, on préconise 30 minutes par jour, par exemple. Mais ces 30 minutes par jour-là, ça sera sous le contrôle du parent. Ce n'est pas le fait de donner la tablette ou bien le téléphone à l'enfant et de le laisser seul. S'il te plaît. Excusez-moi, c'est ma fille qui dérange derrière. Arrête. Donc, ce n'est pas le fait de donner l'écran à l'enfant, de le laisser seul, manipuler, de sortir, de regarder des choses qui l'intéressent. Il faut lui donner 30 minutes et vous soyez à côté de l'enfant et vous regardez et vous contrôlez le contenu et le temps d'exposition. Ainsi de suite, à 5 ans, 6 ans, vous pouvez donner 1 heure par jour. Toujours le parent doit être à côté quand il donne l'écran à l'enfant. Comme vous avez dit, actuellement, surtout dans les pays développés, ils utilisent beaucoup les écrans pour des besoins éducatifs. Et dans ce cas, il faut juste, encore une fois, contrôler l'enfant. Il ne faut pas laisser l'enfant seul avec l'outil pour qu'il regarde tout ce qu'il veut. Il en a besoin pour son travail, il en a besoin pour l'école, vous pouvez le contrôler, il l'utilise pour l'école, et s'il termine, vous reprenez l'écran. Et vous lui permettez, le temps qui reste, de jouer. Parce que c'est pendant le jeu que l'enfant acquiert des compétences, au fait. C'est pour ça qu'on parle de ces jeux-là. Les jeux interactifs, ils ont une importance capitale. Donc, mieux vaut que l'enfant soit en interaction avec des gens que devant les écrans. J'espère que j'ai répondu à ta question, Maimouna. Oui, merci beaucoup. Merci. Et je remercie au passage Colette Roll pour son invitation. Merci beaucoup, Maimouna. Donc, on peut passer à Kouran Ndiaye. Salam alaikum. Je peux poser une question par rapport à la question qui vient d'être posée, s'il vous plaît, juste une petite clarification. Oui, allez-y. Bien sûr, allez-y. C'est juste par rapport à, vous avez cité les tranches d'âge de 3 ans, 4 ans, ensuite 5 ans, 6 ans. C'est jusqu'à quel âge est-ce que vous préconisez ou vous conseillez le suivi ou à ce qu'on suive ce que l'enfant regarde? Jusqu'à quel âge? Le contrôle. Moi, je me dis que le contrôle doit se faire dès que l'enfant est sous la tutelle des parents. Il vit dans, comment ça s'appelle, dans la maison familiale. Donc, il y a même, comment ça s'appelle, dans les programmes télé, une manière de bloquer certaines chaînes pour que les enfants n'aient pas accès à ces chaînes. Donc, en fonction de l'âge de l'enfant, vous pouvez voir les choses que l'enfant pourra regarder ou pas, mais ce contrôle-là doit se faire tout le temps. On ne doit pas laisser à un enfant le pouvoir de se balader comme il veut sur Internet ou bien dans les réseaux sociaux. Il faut tout le temps voir, il faut tout le temps avoir un contrôle, mais par exemple, les adolescents ne peuvent utiliser les réseaux sociaux, par exemple, par rapport à un enfant qui a 5 ans.
Dans ce cas, tu ne vas pas l'interdire les réseaux sociaux, mais il y a d'autres programmes qui n'est pas de son âge que tu pourras contrôler. Ok. D'accord. Merci, Nafi. Koura Ndiaye, allez-y. Salam alaikum. Merci beaucoup, Dr. Salah, pour cette très belle présentation, très claire et vraiment concise pour nous qui ne sommes pas du domaine. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est par rapport à notre ONG Soutora et les malades que nous assistons, et qui sont en général des personnes illettrées, défavorisées, et peut-être chez qui, quand on parlera automatiquement de psychiatrie ou de prise en charge parce qu'il y a une absence de santé mentale, peuvent ne pas accepter la chose. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour leur faire comprendre que c'est quelque chose qui peut-être relève d'une thérapie psychiatrique ou autre, et que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller voir, parce que parfois c'est un peu mal vu, ou ils pensent qu'on leur parle automatiquement de folie ou d'autre chose. Ça, c'est par rapport à nos contacts, par rapport à nous et nos patients de Soutora, avec lesquels on doit se mettre sur un certain niveau pour non seulement les aider financièrement, mais aussi les aider à mieux accepter leur traitement et leur mal et leur maladie. Voilà. La deuxième question, c'est peut-être par rapport à nous-mêmes, personnellement, ou dans notre cadre, si c'est une famille qui est en train de traverser une période difficile, si c'est une maman, par exemple, qui est en train de divorcer ou qui est en train d'avoir une mauvaise passe et qui est elle-même peut-être un peu dépressive ou malade dans ce sens, comment est-ce qu'elle peut s'en sortir, elle et l'enfant? Comment est-ce qu'elle peut être à la fois à la hauteur si elle a du mal déjà parce qu'elle n'est pas en très bonne santé, entre guillemets? Comment faire, je ne sais pas comment dire, comment prendre en charge la personne, se prendre en charge elle-même et prendre en charge son enfant pour le même mal qu'ils sont en train de traverser tous les deux, ou peut-être pas le même, mais c'est à la même période. Quand il s'agit d'un divorce ou d'un deuil ou d'une séparation assez difficile pour toute la famille. Voilà. Merci beaucoup, Koura. Merci beaucoup, Koura, pour les questions posées et qui sont vraiment des questions très, très, très pertinentes. Pour la première question, déjà, au fait, malheureusement, au Sénégal, les gens ne connaissent pas réellement le rôle du psychiatre ou du psychologue. Ils pensent que quand on parle de psychiatre ou de psychologue, c'est seulement pour les fous, c'est seulement pour les personnes qui se déambulent nues dans les rues, entre autres. Et quand vous soupçonnez, par exemple, chez une famille qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'une assistance psychologique, il faut juste leur tenir un discours pour leur faire savoir que c'est pas parce que vous les considérez comme des fous, mais à un moment dans la vie, des personnes ont besoin de parler à quelqu'un pour que cette personne-là leur donne des solutions ou bien des astuces pour mieux comment dire, pour mieux se sentir ou bien pour qu'ils soient mieux outillés pour faire face aux difficultés dont ils traversent. Donc, il faut les expliquer que le psychiatre, ce n'est pas seulement des personnes qui soignent les fous, entre guillemets, je n'aime pas utiliser ce mot, mais ce sont des personnes qui sont là pour les gens qui en ont besoin, pour des gens qui veulent parler, pour des gens qui ne se sentent pas bien. Ce n'est pas seulement on va chez un psychiatre quand on est fou. Il faut juste les expliquer cela de manière très terre à terre. Et quand ils savent maintenant que voilà, les psychiatres, ce n'est pas seulement pour les fous, le plus souvent, ils commencent à être beaucoup plus dociles et à accepter qu'on les consulte. Maintenant, j'espère que j'ai répondu à la première question. Pour la deuxième question, au fait, d'habitude, il faut savoir que le divorce en tant que
le divorce, il est lourd, que ça soit chez les parents et aussi chez l'enfant. L'enfant, le plus souvent, le ressent de manière, il vit ça de manière très difficile. Donc, si par exemple la maman sent que à elle seule, elle ne peut pas surmonter cette situation, elle peut demander à consulter et là, on prend en charge la maman ainsi que la famille. Parce qu'il faut savoir, il y a ce qu'on appelle les thérapeutes familiales qui sont des personnes qui ont été, qui ont fait des études pour aider la famille dans le sens large, qui ont des problèmes bien spécifiques. Donc, si la maman voit qu'elle est vraiment à elle seule, elle n'est pas outillée à faire face à cette situation, elle peut demander de l'aide et Inch'Allah, on va l'aider. Mais si elle sent qu'elle est assez outillée pour faire face à cette situation, il faudra qu'elle soit assez forte et expliquer aux enfants ce qui se passe. C'est important que quand il y a séparation, que les enfants soient au courant. Parce que des fois, certains parents cachent cela aux enfants et ça amène après beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Il faut très tôt expliquer aux enfants que voilà, moi et papa ne sommes plus ensemble, mais ça ne veut pas dire que papa était moins, ça ne veut pas dire que moi aussi j'étais moins, nous serons toujours là pour toi, ainsi de suite. J'espère que j'ai répondu à la question, Cora. Merci beaucoup, Dr. Bella. C'était très clair. Merci. Merci, Cora. Merci, docteur. Donc, docteur, nous avons encore d'autres questions sur la boîte de dialogue. Il y a Sorna Hadi qui demande quelle est la différence entre les troubles psychologiques et les troubles psychiatriques. D'accord. En fait, d'habitude, certains troubles psychologiques, ce sont des troubles qui peuvent être transitoires, qui peuvent ne pas être très lourds à supporter. Des fois, quand c'est des troubles psychiatriques, ça peut être des psychoses, ça peut être des névroses qui ont besoin de suivi vraiment beaucoup plus poussé, des suivis au long terme avec un diagnostic édifié, avec une prise en charge beaucoup plus complexe au fait. Mais ce sont deux mots, des fois on les utilise comme synonymes. Donc, il y a vraiment une très mince barrière entre les deux. Par exemple, nos psychologues, c'est une personne qui a des capacités à aider les personnes dans la prise en charge, mais qui ne sont pas des médecins. Ils ne sont pas habilités à prescrire des médicaments, par exemple. Alors que le psychiatre, il a les aptitudes du psychologue, mais en plus, il peut, quand il voit qu'un traitement médical est nécessaire, il pourra donner un traitement médical. D'accord, je pense que c'est clair. Ensuite, on a Khadi Khan qui demande pour les parents qui sont basés au Sénégal et qui soupçonnent des troubles du spectre de l'autisme chez leurs enfants, où les orientez-vous? Et elle imagine qu'ils s'adresseront d'abord à leur pédiatre qui ensuite devra les référer à un spécialiste de pédopsychiatrie. D'accord. Merci Khadi pour cette question. Bon, il faut savoir qu'au Sénégal, nous avons plusieurs services de pédopsychiatrie. On a le service de l'hôpital de Fann, qui est appelé Nikel Khaleyi. On a le service de l'hôpital de Thiaroye. On a également le service de l'hôpital de Diamniadio. Donc, ce sont ces services publics qui peuvent prendre en charge les enfants autistes. Il y a récemment, moins de 2 ans, il y a un centre de ressources autisme qui a été mis en place, mais c'est un centre privé au niveau des Marais qui s'appelle un éducotisme. Au fait, bon, vous pouvez voir le pédiatre qui peut voir certains signes chez l'enfant, mais qui va vous orienter chez le pédopsychiatre. C'est le pédopsychiatre qui fait le diagnostic de l'autisme. L'autre
l'orthophoniste, lui, il est là pour les troubles du langage. Si on voit que, par exemple, l'autisme est associé à un retard de langage, le pédopsychiatre va vous renvoyer chez l'orthophoniste qui va prendre en charge cet aspect spécifique de la prise en charge. Mais vous continuez à être suivi par le pédopsychiatre. Donc, ce qui est préconisé, c'est d'abord de voir le pédopsychiatre. Parce que c'est le pédopsychiatre qui va faire le diagnostic et maintenant qui va vous orienter vers les différents paramédicaux, que ce soit l'orthophoniste, que ce soit le psychomotricien, que ce soit le psychologue clinicien, ainsi de suite. Donc, ce qui est important, c'est de voir le pédopsychiatre. Malheureusement, au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de pédopsychiatres, mais on y travaille. D'accord. Elle demande également quels sont les signes qui différencient un trouble du langage à celui du spectre de l'autisme. D'accord. En fait, nos troubles du langage, tout dépend de l'apparition du trouble, en fait. L'apparition, ça peut être, comme j'ai dit, le trouble du langage, ça peut être un bégaiement, par exemple. Ça peut être des difficultés de prononciation de certains mots, des difficultés d'emploi de certains mots, ainsi de suite. Alors qu'en fait, l'autisme ne se résume pas seulement d'un retard de langage. Ce n'est pas ça seulement qui fait l'autisme. Mais ce sont des signes d'alarme. Tu vois un enfant qui a 2 ans, qui a 3 ans, qui ne parle pas, c'est un signe d'alarme. Mais parce qu'on a ce qu'on appelle des signes autistiques, mais qui ne veut pas dire que l'enfant est forcément autiste. Hein. Donc, c'est pour cela que c'est important de voir le pédopsychiatre qui va faire le diagnostic. Parce qu'on a ce qu'on appelle aussi le repli autistique. Le repli autistique, ce n'est pas de l'autisme pur, c'est un autisme qui est dû à l'environnement de l'enfant. Un enfant qui est tout le temps sur les écrans, un enfant qui n'est pas assez stimulé, un enfant qui ne fait pas assez de jeux interactifs, l'enfant sera dans son bulle. L'enfant ne va pas interagir avec les autres. L'enfant n'est pas autiste, mais il présente des signes autistiques. Donc, si l'enfant vient tôt consulter avec une prise en charge adéquate, ces signes vont disparaître. Donc, pour parler d'autisme, il faut des examens beaucoup plus poussés. Il faut déjà avoir des signes cliniques, mais il faut que le pédopsychiatre fasse des examens complémentaires qui permettent de confirmer l'autisme. Donc, l'autisme ne se limite pas seulement à un retard de langage, il y a d'autres signes qui peuvent être associés. D'accord. Merci, docteur. Je vois qu'elle a posé une autre question. À quoi ressemble la prise en charge du trouble du spectre de l'autisme au Sénégal? En fait, oui. En fait, cette prise en charge-là, c'est une prise en charge qui est complexe quand même, qui est pluridisciplinaire. Ce n'est pas seulement une seule personne qui va prendre en charge cet enfant. Il faut déjà voir, comme je vous ai dit, il y a un bilan à faire. Dès que l'enfant arrive, que vous suspectez que l'enfant est probablement autiste, et vous allez demander un bilan complet. Un bilan chez l'orthophoniste, un bilan chez le psychomotricien, une électroencéphalogramme pour voir si l'enfant ne fait pas une épilepsie, parce que des fois, certaines épilepsies peuvent mimer des signes autistiques, peut avoir des séquelles cognitives comme un retard de langage, des retards de compréhension. Donc, on va faire un bilan, une batterie de bilans autour de l'enfant, et en fonction des résultats qu'on aura, on va mettre en place une prise en charge. Parce que l'enfant aura des capacités et des faiblesses. On verra comment renforcer ses capacités et comment aider cet enfant à avoir d'autres compétences, en fait, grâce à la plasticité cérébrale. Donc, la prise en charge, vraiment, elle est pluridisciplinaire. Si vous voulez consulter au Sénégal, comme je vous ai dit, il y a à l'hôpital Fann, à l'hôpital de Thiaroye, à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye et aussi au niveau de l'hôpital de Diamniadio. Malheureusement, dans les régions, il n'y en a pas. Ils sont tous basés au Sénégal et il n'y a que 3 pédopsychiatres pour tout le Sénégal. C'est compliqué, hein? Bon, je pense que nous sommes déjà à 1h20. Moi, j'ai une dernière question que j'aimerais poser. Hein. Je tiens à cette question. C'est aujourd'hui au Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui
qui pensent ou qui disent même que les problèmes de santé mentale chez les enfants ou même chez les adultes sont des problèmes nouveaux dans nos sociétés. Est-ce que ça, c'est scientifiquement prouvé? Et si c'est le cas, quelles sont les raisons scientifiques qui expliquent ce développement de ces... Au fait, on ne va pas dire que c'est nouveau. Je dirais que ça a été sous-diagnostiqué, au fait. Ça a été sous-diagnostiqué. Parce que auparavant, certes avec cette sédentarité, avec ce changement de vie, il y a des troubles qui sont de plus en plus fréquents, comme l'autisme, par exemple, comme les retards de langage. On a remarqué que c'est vraiment de plus en plus fréquent. Surtout avec, au Sénégal maintenant, les gens vivent en famille nucléaire, dans un appartement où il y a papa, maman, les enfants, quelquefois une bonne pour aider, alors que nos parents, on vivait dans la communauté. On vivait dans une grande famille où il y avait les grands-parents, les tantes paternelles, les tantes maternelles, ainsi de suite. Donc, même si les parents n'étaient pas là, l'enfant était tout le temps stimulé, au fait. L'enfant n'était il y avait tout le temps la communication chez l'enfant. L'enfant était tout le temps stimulé. L'enfant était impliqué dans les tâches familiales, ainsi de suite. Mais c'est ça qui manque de nos jours. De nos jours, les enfants, ils sont isolés. Ils peuvent rester, à part pour aller à l'école, ils peuvent rester des mois sans sortir de la maison. Ils sont tout le temps sur les écrans. Et ça... D'accord. Ça montre beaucoup plus les signes, mais les troubles mentaux étaient là depuis. D'accord. Qui a levé la main? Il y a Diabon qui a levé la main. Diabon, allez-y. Bonjour, docteur Salah, bonjour tout le monde et merci pour cette belle présentation. En fait, moi, j'aimerais surtout que vous nous éclaircissiez des choses sur la santé mentale de l'adolescent, parce que c'est différent quand même. C'est différent de la santé mentale de l'enfant. L'adolescence qui est à mi-chemin entre l'enfance et la phase adulte. Du coup, que ce soit les troubles ou bien la santé mentale positive, les demandes et autres, c'est carrément différent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la santé mentale de l'adolescence? Effectivement, Diabon, merci beaucoup pour cette question. C'est certes la santé mentale de l'adolescent, sur le plan manifestation, sur le plan des signes d'alarme, sera différent de celle des enfants. Donc déjà l'adolescence est une période critique. S'il n'y a rien, il faut savoir que l'adolescence est une période critique où la personne va avoir la transition entre l'enfance et la personne adulte. Donc, c'est une période très critique où le plus souvent, les enfants sont en crise. Et cette santé mentale de l'adolescent-là, c'est pour cela qu'il faut être très à l'écoute des adolescents. Il faut avoir une bonne communication avec eux, ne pas être dans le conflit. Si on est dans le conflit, on aura après ce qu'on appelle le top que je vous ai dit tout à l'heure un tout petit peu, les troubles oppositionnels avec provocation, qui sont la pathologie qu'on rencontre le plus souvent chez les adolescents. Donc cet adolescent-là va s'opposer sur les consignes de l'adulte, ne va pas respecter ses consignes, va être en opposition totale de cet adulte et même peuvent être très agressifs. Et autre chose, ces enfants-là, c'est durant cette période où ils vont essayer de découvrir tout ce qui est consommation addictive, à savoir tabac, cannabis, alcool, etc. Donc, c'est une phase critique
qui à elle seule, doit être prise en charge. Mais néanmoins, il faut une bonne communication avec les adolescents. Ne pas être dans la confrontation tout le temps, ne pas être dans le conflit. Il faut communiquer avec eux et essayer de comprendre ce qu'ils ressentent pour mieux les aider. Merci. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, ma deuxième question, Salah, c'est surtout pour les jeunes, hein, parce qu'on sait que les parcs d'attraction ne sont pas accessibles à tout le monde, surtout au Sénégal. Avant, il y avait les Oyo, voilà, les Dourdaké, tout le monde sortait et c'est des choses qui sont importantes. Malheureusement, maintenant, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est tout le temps à la maison et tout le monde n'a pas assez d'argent pour faire sortir les enfants. Donc, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil pour les jeux? Parce que, voilà, les gens ont besoin de jouer. Et les jeux qui se trouvent au Sénégal, ce n'est pas donné à tout le monde. Effectivement. Au fait, quand on parle, effectivement, hein, auparavant, on remarquait que les enfants sortaient des maisons, ils avaient des amis dans le quartier, ils jouaient à des jeux voilà, interactifs entre eux. Ce que je peux vous conseiller, au fait, comme vous dites, ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir certains jeux interactifs contre eux, mais il y a des choses simples qu'on peut faire. Des choses simples à la maison, le fait de rester, par exemple, avec son enfant. Il y a des jeux, surtout chez les adolescents, il y a des jeux qu'on faisait auparavant sur, comment ça s'appelle, sur les lettres, où on donne, par exemple, la lettre A, et parmi ces lettres A, là, il faut donner un nom de pays, un nom de choses, un nom d'animaux, etc. Ça, ce sont des jeux simples et qui ont beaucoup d'interactions. On n'est pas obligé d'avoir du matériel pour interagir avec son enfant. On peut venir dans son jeu, il joue par exemple dans sa poupée, et vous venez, vous jouez ensemble, vous jouez à la poupée avec elle. Donc, on n'est pas obligé de chercher des jeux très chers pour jouer avec lui. Sortir avec les enfants ne veut pas dire forcément qu'il faut les amener, par exemple, au Magic Land, dans les restaurants, entre autres. Non. Vous pouvez sortir avec l'enfant, faire un tour du quartier, discuter de tout et de rien, lui amener dans un terrain de football, lui y a un bac de sable, vous le laissez jouer, vous le laissez s'évader, de vous rentrer chez vous. Donc, ce n'est pas exactement les moyens qui définissent au fait ces jeux interactifs. C'est juste le temps que la personne adulte va miser pour être en relation avec cet enfant-là qui va compter au fait. J'espère que j'ai répondu à ta question, Diabo. Merci beaucoup, Dr. Salah. Oui. Monsieur Sao, je vous entends un peu mal, ça coupe. Allô? Allô, oui. Oui, je disais qu'il y a Colette qui avait levé la main. Je demandais de poser sa question. Oui, en fait, c'est juste que je voulais tout d'abord, vraiment vous remercier, Madame Madian, pour cette très belle présentation. Et effectivement, aussi vous, je sais qu'il y a beaucoup qui posent des questions sur l'adolescence aussi, et puis tout ce qui va avec l'adolescence, l'image de soi, effectivement, comme Madame Dian vient juste de présenter. Pendant l'adolescence, il y a l'identité de soi qui se manifeste beaucoup chez les adolescents. C'est le cadre, il est un peu plus difficile parce qu'on est moins dans les jeux où on peut les amener quelque part. Ils réclament plus leur indépendance, ils veulent être seuls avec eux. Il y a beaucoup de nos jours, il faut être aussi conscient qu'il y a le social media et les jeunes, ils sont très, très engagés dans tout ce qui est social media. Ils sont là, ils font des petites vidéos, ils se regardent. Donc, tout ça, ça a une distorsion un peu de la réalité de qui ils sont
et l'image de qui ils sont et puis aussi qu'ils réclament aussi parce qu'ils veulent aussi leur indépendance. Donc, c'était juste pour, si on pouvait toucher là-dessus, quels sont les signes qui peuvent nous alarmer parce qu'il faut quand même, on les laisse un peu avoir cette indépendance pour pouvoir essayer de voir qui ils sont, comment se développer, mais aussi à partir de quel moment il faut qu'on fasse vraiment attention en se disant, OK, là, ça commence à des signes qui, en tant que parents, se disant, là, il faut que ça stoppe, il y a quelque chose qui va, ça devient un peu malsain. Donc, si vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus avant qu'on passe, parce que je sais que je tiens compte du temps, et puis juste pour aussi pour dire que demain, on aura un atelier sur la santé mentale des abus et abus de substances. Et je pense on élaborera un peu plus peut-être sur l'adolescence et les problèmes qui peuvent... bon, voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Colette, pour cette question. Et vous avez parfaitement raison, au fait. C'est important à un moment de laisser l'enfant de son indépendance. Même comment s'appelle l'adolescent, même l'enfant, il faut aider l'enfant à être autonome. Et ça, c'est très important que l'enfant soit autonome, que ne dépend pas tout le temps de vous. Donc, c'est pour cela aussi, pour l'adolescent, c'est important de laisser sa liberté. Mais laisser une personne sa liberté ne veut pas dire que cette personne, par exemple, va se renfermer sur lui, aura, par exemple, des difficultés maintenant d'interagir avec les gens. Il s'isole tout le temps. Il ne parle plus avec sa famille. Il ne parle plus avec ses amis. Ces signes-là doivent alerter. Si l'enfant s'isole plus, il peut avoir son indépendance, mais ils ne doivent pas être dans l'isolement. Déjà, cela vraiment doit alerter les parents. Mais également, comme vous dites, c'est pour cela, au fait, chez les adolescents, il faut beaucoup communiquer avec eux. C'est pas y aller de manière frontale, y aller de manière conflictuelle qui va régler les choses. Il faut beaucoup communiquer avec eux pour voir le ressenti. Parce que chaque événement peut être vécu de manière différente d'une personne à une autre. Un adolescent bien donné peut vivre une situation sans problème, l'autre le vit de manière très problématique. C'est pour cela qu'il faut discuter avec eux pour voir au fait le fond de la pensée, le fond de leur pensée. Parce que pour l'enfant, il a du mal à s'exprimer. Il y a certains signes qui nous permettent de dire probablement il y a un problème, on va l'amener. Mais pour l'enfant, il faut connaître, pour l'adolescent, il faut connaître le fond de sa pensée. Qu'est-ce qu'il pense réellement? Est-ce qu'il a besoin d'être... Des fois, même, c'est eux-mêmes qui viennent vous dire que ça ne va pas, au fait. Donc, il faut beaucoup de communication, beaucoup de communication. Merci, merci, docteur. Merci. Merci, pour docteur. Madame Nafi, pour Nafi, après Monsieur Sow, vous pouvez lui donner mes contacts, comme ça, je vais discuter davantage avec elle en différé, c'est mieux. Je pense que voilà, ça, on n'aura pas assez de temps pour discuter sur les questions qu'elle me pose. D'accord, pas de souci. Donc, je pense que l'atelier a été très intéressant, hein, mais comme on dit, et puis de toute façon, je pense que, comme l'a évoqué Colette, l'atelier de demain, qui sera focus sur la santé mentale et les abus de substances, reviendront un peu plus sur l'adolescence, hein, qui est une période assez trouble. Donc, nous remercions infiniment, docteur Salah Eshembeïdia, qui, je le rappelle, est au niveau de l'hôpital des enfants de Diamniadio, qui est psychiatre et pédopsychiatre. Donc, j'en profite pour faire une petite présentation avant de clôturer de Soutoura, pour ceux qui ne sont pas très familiers à Soutoura. Donc, Soutoura, c'est une ONG au Sénégal, hein, qui existe depuis 2005, qui aux États-Unis est une fondation également établie en 2007. En 2010, nous avons ouvert Soutoura en France, qui est une association là-bas, et en 2012 au Canada. Donc, toutes les branches collectent des fonds qu'ils vont
transférés au Sénégal pour financer la prise en charge des malades, des personnes vulnérables. Donc, Soutoura, c'est vraiment principalement de la prise en charge médicale. Mais il y a d'autres actions accessoires que nous faisons, notamment durant le Ramadan, des donations de vivres aux personnes démunies. Hein. Nous avons même des programmes de soutien scolaire à des enfants de malades qui n'arrivent plus à financer l'éducation de leurs enfants. Donc, de façon rapide, voici les chiffres des personnes prises en charge de 2015 à maintenant, avec un pic de 673 en 2019. Après, en 2020, avec l'apparition de la COVID, l'activité a un tout petit peu ralenti. Vous comprendrez avec les confinements et tout ça. Donc, en 2021, jusqu'au mois de septembre, nous avions eu 307 malades qui avaient été pris en charge. Donc, les personnes que nous prenons en charge sont majoritairement dans la tranche d'âge de 26 à 45 ans, qui représente la population active vraiment. Donc, notre but, c'est vraiment de tout faire pour que le malade puisse regagner son activité professionnelle. Et 68% de nos bénéficiaires sont des femmes. Sont des femmes, voilà. Donc, j'en profite également pour dire que Soutoura à des activités de collecte de zakat, aussi bien la zakatul mal et la zakatul fitr, qu'on appelle Mouroum Kor. Donc, vous pouvez passer à travers Soutoura pour donner votre zakat qui ira aux personnes qui sont désignées pour pouvoir recevoir cette zakat-là. Je pense que nous allons partager sur la boîte de discussion les liens pour pouvoir donner votre zakat à travers Soutoura. Ça peut se faire en ligne, même à travers Orange Money, hein, si vous rentrez sur le site de Soutoura et vous cliquez sur faire une donation au Sénégal. On a aussi les Ndogu de Soutoura, qui fait partie des événements du Ramadan que nous faisons. Donc ça, c'est pour les amoureux de la cuisine. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le lien qu'on va mettre sur la boîte de discussion pour partager votre recette Ramadan, hein, que nous allons publier sur nos réseaux sociaux. Donc, voilà, c'était ça pour l'atelier du jour. Encore une fois, merci à tout le monde pour être venu participer à notre atelier. Merci à Docteur. Et ceux qui ont manqué l'atelier ou qui veulent recevoir l'enregistrement des ateliers précédents, ils peuvent s'inscrire sur le lien qui est mis sur la boîte de discussion et on vous enverra les enregistrements. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour l'atelier sur la santé mentale et les abus de substances. Nous remercions infiniment Dimbaya et Taruna, hein, qui sont des sponsors de Soutoura qui nous aident beaucoup dans nos activités. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, M. Sow. Merci également à tout le monde pour l'attention que vous avez eue pour ma présentation. Et comme on dit, les douves, on espère qu'on aura d'autres occasions encore de reparler de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent qui ont beaucoup de facettes. Et on peut prendre des sujets même beaucoup plus pointus et en débattre, Inch'Allah. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez surtout pas, je suis joignable et je le ferai avec un grand plaisir. Merci. Merci tout le monde et au revoir. Bonne fin d'après-midi. Merci. Merci, Madame Dia. Merci, Ousmane. Merci tout le monde. Merci à tous.